Mesdames et messieurs, d'abord, bonsoir, shalom, merci de votre invitation. Effectivement, près de 10 ans après, comme me disait quelqu'un que je ne citerai pas, tiens, enfin une synagogue pleine, ce qui fera plaisir à ma maman. Vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir avoir, alors, non pas un cours magistral, d'abord, à la surprise générale, y compris la mienne, et à la différence de ma maison mère, la Sorbonne, et un peu du Conservatoire des Arts et Métiers, le micro marche. Ce qui m'a évité de faire des efforts de vocalise qui sont le propre du professeur qui faisait avant un cours magistral. Ensuite, parce que je voudrais commencer par une pensée toute particulière aujourd'hui. Je voudrais penser à celles et ceux qui, en Israël, à Gaza ou ailleurs, sont des otages privés de leur liberté, des hommes, des femmes et, pour la première fois, je crois, dans l'histoire récente, des enfants. Et cette pensée, elle devrait nous tenir de manière permanente, car s'il est, dans le métier qui est le mien, la criminologie, une capacité à traiter d'à peu près toutes les horreurs possibles et imaginables, et au fil du temps, j'ai désormais une expérience tout à fait considérable sur cette question. Je dois dire que la question des enfants reste pour moi un sujet totalement à part, qui ne peut pas être traité comme les autres, qui n'est pas à l'égal des autres et qui ne peut pas être toléré, le reste non plus, mais ceci est encore plus intolérable que le reste. Alors, ce qui est important quand on vient vous voir, même si ce n'est pas la première fois, c'est toujours d'expliquer d'où on parle et de quoi on parle. Curieusement, dans mon espace personnel, la criminologie, l'art d'analyser le crime, qui fait quoi, pourquoi, comment et qui en est victime et comment on répond à la question. Durkheim, Émile, qui est le fondateur de notre science, expliquait que c'était la relation entre un ou des auteurs, une ou des victimes et des circonstances. Il faut évidemment étudier la question de la violence qui amène à celle éventuelle de l'insécurité et de la réponse publique qui peut être exprimée, qu'il s'agisse du monde civil, hors la guerre, ou dans la guerre. Comme ceci vous a été indiqué il y a quelques instants, j'ai commencé une triste série qui veut répondre à la globalisation heureuse des illusions des années 90-2000 par la globalisation piteuse, celle que nous vivons aujourd'hui sur toute une série de sujets. Le premier étant la guerre, vous l'avez indiqué, le second étant l'homicide. Alors, il se trouve que dans mon métier, je suis une espèce un peu particulière. Soit je suis une espèce en voie d'apparition, soit en voie de disparition, mais je suis unique en mon genre. La France, qui a inventé la criminologie comme l'Allemagne et l'Italie, ne dispose, sur l'ensemble de son territoire métropolitain et des Outre-mer, que d'un seul et unique professeur de criminologie, moi. Et avoir le monopole d'une science, depuis feu l'Union soviétique, est une spécificité tout à fait particulière dont je suis pas si fier que ça, en fait. Car j'ai une quarantaine de collègues qui sont des sans-papiers ou des clandestins de la criminologie, parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'ils exercent ce métier. Il se trouve que le Conservatoire des Arts et Métiers a été inventé pour faire tout ce que l'université ne voulait pas faire, ce qu'il continue à réaliser, mais que l'expansion du domaine de la criminologie est bloquée par un espace qui relève plus, pardon à ceux qui sont beaucoup plus croyants que moi, un culte plutôt qu'une science, la sociolatrie, qui n'est pas la sociologie, qui est une belle science. La sociolatrie, c'est un culte qui a ses auteurs de sermons et qui explique que, grosso modo, la violence n'existe pas, il n'y a pas d'auteur, il n'y a que des victimes. Seule la société est méchante et discriminante, et en fait, tout le monde a droit à une excuse. Excuse qui vaut pour à peu près tout, sauf quand, et je remercie celui qui m'a accueilli il y a quelques instants, M. Bensoussan, de ne pas avoir fait mon CV habituel, ce qui m'évite d'écouter ma nécrologie pendant que je suis encore vivant. À New York, dont je suis le conseil pour l'antiterrorisme depuis un peu plus de 20 ans, il y a une blague qui est plutôt spécialisée par, je dirais, l'aile démocrate éveillée contre l'aile démocrate assoupie, qui est « Qu'est-ce qu'un réactionnaire ?» Point d'interrogation, un démocrate qui s'est fait agresser.
La version officielle, c'est un libéral qui s'est fait agresser, mais je me suis permis une petite modification. En fait, le problème de la criminologie, c'est qu'il a été décidé dans ce pays que le crime n'existait pas, et que s'il existait, il n'était que l'expression de la volonté de résistance d'une partie de la population contre l'État. Et donc que tout se calquait au niveau de la politique, c'est-à-dire, grosso modo, et pour faire simple, une version plus LFI que RN. Les deux n'ont pas de logique ni de légitimité particulière pour parler des faits. Et mon rôle à moi, c'est pas de faire un cours, ni d'émettre une vérité. C'est d'avoir un dialogue avec vous pour vous permettre de vous faire votre propre opinion. Mon rôle est ce qu'on appelle la neutralité axiologique. Entre ce que je sais, ce que je crois et ce que je cherche, ce que je sais est la plus petite partie de l'ensemble. Et celle-là, je peux la déterminer comme il y a un consensus du genre a priori, la Terre est ronde. Je sais qu'il doit y avoir quelques platistes qui traînent, mais je tiens à leur dire que le consensus scientifique sur la rondeur de la Terre est à peu près établi. Le fait que le Soleil se lève à l'Est est plutôt faux, car il ne se lève pas et il ne se lève pas à l'Est. Mais il y a des histoires de trucs qui tournent les uns vers les autres. Mais on y croit, en tout cas ça nous fait plaisir. La réalité des problématiques de criminalité, de délinquance et de violence, elle est née d'un moment très particulier dans notre histoire. Et c'est le moment où on se rend compte que on voit les choses et qu'on ne les comprend pas. On écoute les choses, mais on ne les entend pas. On dispose d'informations, mais on ne les analyse pas. Et pendant longtemps, alors que je prenais mes fonctions auprès de Michel Rocard, Premier ministre, à l'hôtel Matignon, dans les années 88 à 91, j'étais censé, comme vice-président de l'Université de la Sorbonne, sortant, devenir le conseiller de Michel Rocard pour l'enseignement supérieur et la recherche, et surtout d'ailleurs pour les universités. J'ai commencé par un bizutage un peu brutal qui s'appelait le conflit en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, régler un début de guerre civile avec beaucoup de morts à Ouvéa, une négociation compliquée, un processus de décolonisation pas simple, et nous sommes encore plus de 20 ans plus tard, plus ou moins en paix dans ce territoire, donc nous n'avons pas été totalement mauvais. Ensuite, je pensais prendre mes fonctions, et donc, frais et ragaillardi par plusieurs passages sur le caillou, comme on l'appelle, je suis arrivé à Matignon, et j'ai découvert avec stupéfaction que malencontreusement, un de mes collègues, d'ailleurs, de Panthéon-Sorbonne, professeur de son état, avait demandé de devenir conseiller pour l'éducation, ce qui me convenait parfaitement, car je tiens à vous le dire, les maternelles, le primaire, le secondaire, le collège et le lycée m'intéressaient très modérément. Sauf que, comme il était professeur d'université, il a demandé l'enseignement supérieur. Et donc, vous avez un peu ce sentiment un peu désagréable où le sol se dérobe sur vos pieds, alors que vous vous prépariez depuis des années à une promotion bien méritée, et que c'est pas ce que vous avez. Mais Michel Rocard était plein d'idées, et il m'a demandé d'aller voir son conseiller pour la sécurité intérieure, le préfet Potra, en train de la DST, spécialiste de l'antiterrorisme, qui m'a donc reçu très aimablement. Moi, je ne sais pas très bien ce que je faisais là, et qui m'a dit, voilà, vous les Rocardiens, vous êtes formidables. Formidables, formidables. Vous avez des trucs. D'abord, Michel a des amis qui poussent comme les escargots après la pluie. Il y en a partout. Mais alors, un peu concentré sur le social, l'économique, mais alors sur le régalien, rien. Le désert des Tartares, la défense, la sécurité, les affaires étrangères. Donc, j'ai demandé que j'ai un adjoint qui suive les questions de sécurité. Parce que le jour où il y aura un vrai problème dans ce pays, la question ne va pas être ma compétence, parce que je suis un grand serviteur de l'État, mais la confiance qui doit exister avec quelqu'un que le Premier ministre connaît depuis longtemps, parce que ce jour-là, c'est la confiance qui fera la différence. Je dis très très bien. Et alors, eh ben, c'est toi qui l'as désigné. Et donc, j'ai eu à peu près ce qu'on avait du temps du millénaire dernier, l'époque où je suis apparu, et je sais, ça date, qui est à peu près le problème de tu parles anglais corvée de patates au service militaire. Moi, tu es spécialisé dans l'enseignement supérieur, tu vas donc avoir la sécurité nationale. Et je dois dire que j'ai été gâté, puisque j'ai eu dans le désordre le DC-10 du TA abattu par les Libyens sur le Ténéré, la guerre du Golfe et la chute du mur de Berlin. Et que, évidemment, arrivant en prenant mes fonctions, j'ai eu le sentiment terrible que mes prédécesseurs étaient nuls, imbéciles, incapables de prédire l'avenir, de voir le nez au milieu de la figure, et qu'on se demandait ce qu'ils avaient foutu avant qu'heureusement, on arrive avec l'équipe Rocard.
Et donc, pendant 3 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et évidemment, à un moment, on s'est fait virer par François Mitterrand, qui avait d'autres préoccupations dans la vie, remplacé par Édith Cresson. Alors, on ne sait pas bien si c'était un progrès ou pas. Et puis, on est reparti de notre côté. Et j'ai constaté, évidemment, avec détermination, que mes successeurs étaient quand même extrêmement nuls. Et persuadé d'avoir eu ce moment de grâce, d'avoir tout vu, tout pensé et tout compris, je suis resté dans cet univers assez confortable jusqu'à la guerre d'Ukraine. Ah, ça a duré. Hein. Et au moment de la guerre d'Ukraine, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Alors, je n'étais qu'à moitié nul sur l'Ukraine. C'est-à-dire, tout le monde expliquait que Poutine n'enverrait pas l'Ukraine. Moi, j'ai dit qu'il n'enverrait pas l'Ukraine, il n'envahirait pas l'Ukraine au nord, mais qu'évidemment, il privatiserait la mer d'Azov et ferait la connexion Crimée-Donbass, qui avait une logique stratégique. Et j'expliquais très doctement qu'il n'envahirait pas le nord parce que ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun intérêt et que ça ne marcherait pas. Alors, comme dirait l'autre, j'ai eu tout à fait raison sur l'analyse et totalement tort sur la compréhension de ce qu'était la nature véritable de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Je dis ça avec d'autant plus de consternation qu'il se trouve que je le connais depuis qu'il était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, justement dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. Donc, je n'ai pas compris quelque chose et du coup, je me suis demandé si je n'étais pas dans la même situation que tous ceux dont je disais le pire, prédécesseurs et successeurs, et je me suis plongé dans mes archives. Ça m'a amené à « Au commencement était la guerre ». Au commencement était la guerre est un élément qui permet de comprendre que l'histoire qui se déroule face à nous, nous ne la comprenons pas et nous ne la comprenons plus à cause de ce petit machin qui a supprimé la perspective. Ce petit machin fait que, s'il n'a pas sonné et s'il n'a pas vibré depuis 5 minutes, c'est sans doute que vous êtes mort. Et par contre, si vous pouviez rattraper le tweet, le SMS ou le commentaire que vous venez d'envoyer et le détruire en plein vol, ça serait quand même super, parce que vous venez de faire une grosse connerie. Nous sommes désormais enfermés dans l'accélération du temps et de l'espace, et donc la réduction du réel. En fait, il a disparu. Alors nous, ça va encore, car nous sommes, pour la plupart d'entre nous, en raison de notre grand âge, entre deux mondes. La nouvelle génération, elle est tiktokisée. Elle ne vit plus que dans un rythme maxi 3 minutes, et l'accélération est complétée par l'algorithme qui vous enferme dans la garantie que vous avez raison, eu égard à ce que vous regardez, et qu'il n'y a donc aucune capacité d'établir un dialogue ou une critique sur le fait qu'il y a peut-être une autre opinion sur la question. Ce double enfermement temporel, physique, perspective et ce quadruple enfermement et algorithmique crée les conditions d'une mutation totale que moi je vois avec mes étudiants, mais que je constate aussi dans l'addiction de plus en plus importante sur une partie de la population qui a plutôt mon âge que le leur. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de personnes que vous évitez d'écraser alors qu'ils sont véritablement enfermés dans leur téléphone sur un non-passage piéton ou au volant de leur véhicule, quel qu'il soit d'ailleurs. Ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est qu'il y avait 3 événements qui s'étaient produits et auxquels nous n'avions porté aucun intérêt, alors même qu'ils étaient en face de nous. En 1989, je vous l'ai indiqué, 3 événements que nous gérons, mais ils ont une origine, ces 3 événements, surtout le dernier, la chute du mur. L'origine de ces 3 événements, c'est 3 autres événements en 1979. Ces 3 événements ont lieu à Kaboul, à La Mecque et à Téhéran. Dans l'ordre des facteurs, d'ailleurs, oui, c'est dans cet ordre-là, d'ailleurs. Premier élément, à Kaboul, il y a un gouvernement communiste. Totalement communiste, il n'y a pas de débat, tout est communiste. Ils ont deux tendances, le calque et le parcham, une tendance localo-communiste et une tendance moscouto-communiste, ça se faisait beaucoup à l'époque. Alors évidemment, les tendances sont pas très politiques, elles sont très tribales. Disons que d'un côté, il y a les Pashtuns et de l'autre, les pas Pashtuns, les autres. Le président est calque, le premier ministre est parcham, et ils ont un désaccord politique. Ce désaccord est un peu brutal, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y a un conseil des ministres qui a lieu, il se passe mal, et à ce moment-là, vous avez toujours plusieurs options. Remplacer le Premier ministre, faire des primaires, organiser des élections, ou abattre le président de 3 balles en plein Conseil des ministres. Option qui est choisie, pour des raisons de rapidité et d'efficacité sans doute,
par le Premier ministre qui, malheureusement, déplaît beaucoup à Moscou. Moscou intervient donc militairement en Afghanistan pour régler un conflit interne au Parti démocratique du peuple afghan, français courant, parti communiste local. C'est le moment où les Occidentaux, les Américains, les Anglais surtout, qui sont les parrains historiques de l'Afghanistan, et un peu tout le monde se disent on va leur faire un Vietnam à l'envers. Ce que nous faisons avec détermination, avec la bonne volonté d'un homme qui est l'apprenti sorcier et le grand penseur des deux événements qui vont suivre, l'Afghanistan et l'Ukraine, Zbigniew Brzezinski, un démocrate, qui va dire le moment est venu de nous taper les Russes et par l'Afghanistan, nous allons les attirer dans un Vietnam et ça va avoir le même effet et donc la Russie va s'effondrer sur elle-même. Ça, plus la guerre des étoiles, provoque effectivement l'effondrement de la Russie 10 ans plus tard. Mais pour y arriver, il faut y mettre des moyens. Les moyens, c'est le Pakistan et c'est des milliers, des dizaines de milliers de djihadistes, car ce sont des djihadistes, ils vont faire la guerre sainte à la Russie, qui sont recrutés par nous, par les Anglais, par les Américains, qui sont formés, payés par nous, les Anglais et les Américains, et des dizaines de milliers de ces djihadistes viennent d'ailleurs que d'Afghanistan. Un gros contingent vient d'un endroit un peu particulier qui s'appelle l'Algérie, et au bout de 10 ans, eh bien, l'URSS s'effondre sur elle-même, pas la Russie, mais l'URSS. Et tout ce petit monde, soit reste en Afghanistan, mais enfin, il n'y a plus rien à faire, ils s'ennuient, soit ils rentrent à la maison. Les Algériens sont un très gros contingent, on les appelle d'ailleurs, quand ils rentrent en Algérie, les Afghans. Ils ont le look des Afghans, ça fait 10 ans qu'ils font la guerre, ils savent faire la guerre, et ceci inquiète énormément le FLN algérien, qui les voit arriver avec une certaine inquiétude. Autant ils étaient très contents de les voir partir, autant le retour moins. Et donc pour ce faire, il reste une difficulté majeure, je crois que la consigne téléphone n'est pas allée jusqu'au bout. Il reste une difficulté majeure, c'est qu'il faut les réinsérer dans la société algérienne. Les Algériens ont une technique inimitable, d'abord parce qu'ils connaissent bien le sujet et qu'ils ont beaucoup appris de leurs années d'occupation ou de colonisation, ou de, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, chacun a son interprétation de l'histoire commune entre la France et l'Algérie, qui était quand même un département français et qui a connu le décret Crémieux, qui est une spécificité nationale. Et donc, ils décident de leur permettre de créer un parti politique et, je cite un des principaux dirigeants de la sécurité militaire algérienne, de se corrompre comme tout le monde. Moi, c'est clair. Et le Front islamique du salut, puisque c'est son nom, fait un petit score aux élections municipales, un moyen score aux élections départementales dans les wilayas, et un très gros score aux élections législatives premier tour. Non seulement c'est un score extraordinaire, puisqu'ils font plus de 50% des sièges gagnés au premier tour, et ils sont en ballottage dans 50% des sièges restants. Ce qui fait que leur victoire ne fait aucun doute, et que c'est une victoire démocratique, légale, claire, nette, et j'allais dire sans bavure. Une petite curiosité quand même, Ali Benflis, le leader local a fait campagne sur un thème qui, notamment pour tous ceux qui sont réfugiés dans l'abstention ou ont considéré que voter ne sert à rien, était assez intéressant d'un point de vue démocratique, c'est voter pour nous, vous ne serez plus jamais obligé d'aller voter. Avec nous, une fois qu'on est au pouvoir, tout est clair, tout est net, tout est précis, il n'y aura plus jamais d'élection. Et un peu plus de 50% des Algériens trouvent que c'est pas une si mauvaise idée que ça, et leur donne donc la majorité absolue des sièges, ce qui par contre n'amuse pas du tout le gouvernement algérien, du FLN, et alors beaucoup moins les Occidentaux, et chez les Occidentaux, le voisin du nord de la Méditerranée, nous, qui n'est pas tout à fait prêt à récupérer 2 ou 3 millions de réfugiés fuyant le futur califat, émirat, enfin je ne sais pas quel est le nom qu'il lui aurait donné, l'Algérie islamisée. Ce qui amène une intervention, ça s'appelle l'interruption momentanée définitive des élections, pas de deuxième tour, et prise du pouvoir par un coup d'État militaro-FLN. Face à cela, le FIS s'est préparé. Ils ne sont pas idiots. Ils avaient créé une armée secrète, l'armée islamique du salut, une sorte d'OAS locale, inversée, qui fait campagne pour un sujet très simple. La reprise du scrutin, la reconnaissance de leur victoire électorale, le fait que le scrutin présidentiel puisse avoir lieu. Ça marche pas des masses. Il y a donc une scission, l'AIS est considérée comme trop molle. Arrive le GIA, groupe islamique armé,
qui commence à s'installer, qui lui commence à commettre des attentats, pas seulement contre des installations militaires ou des installations des services de sécurité ou de l'État algérien, mais qui commence à cibler un peu partout, et arrive notre premier terroriste à nous, la nouvelle catégorie qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas pu venir, pas plus moi que les autres, Khaled Kelkal, premier criminalo-terroriste ou gang-terroriste, puisqu'il n'a jamais été un militant politique, mais jamais. C'est un pur criminel qui passe au terrorisme, alors que jusque-là, tous les terroristes, tous, sont de politiques qui passent à la violence parce que le processus politique ne fonctionne pas. Pas lui. C'est le premier. Ce sera le seul de sa catégorie. Il y a un peu le gang de Roubaix, mais qui sont plutôt des soldats perdus. Donc c'est une catégorie encore à part. On ne sait pas très bien dans quoi les catégoriser d'ailleurs, puisqu'ils font autant de hold-up qu'ils tentent d'attentats, notamment contre la police de Lille. Mais en tout état de cause, on voit apparaître une nouvelle catégorie d'agents, et surtout, le GIA scissionne 2 fois, et arrive un nouveau truc qui modifie totalement la carte du terrorisme, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Pourquoi ça modifie tout? Parce que 2 magistrats, Bruguière et Ricard étant le nouveau procureur national antiterroriste, se rendent compte que les revendications n'ont plus rien à voir. C'est plus des sièges, de l'argent, la libération des prisonniers, le respect du scrutin, le 2e tour. Non, c'est, je cite, le royaume de Dieu sur terre. Plus difficile à négocier. Vous savez pas bien ce que vous allez pouvoir leur donner. Et donc, ils sont dans une logique jusqu'au-boutiste, eschatologique, qui veut désormais la fin de tout régime, entre guillemets, né de l'occidentalisation. Et sur la langue, et sur les structures, et sur l'organisation. Et qu'ont-ils comme modèle? Eh bien, un modèle qui a eu lieu ailleurs, qui est le modèle iranien. Modèle iranien, nous avons un ayatollah à la maison, l'ayatollah Khomeini, à Naufle-le-Château, pas loin de Paris. Les Américains du gouvernement Carter regardent ça avec l'idée que, en fait, c'est une sorte de démocrate chrétien à barbe. Une sorte d'Angela Merkel revisitée avant l'heure, que c'est un brave homme qui va nous faire un petit coup de front anti-chat qui va du Parti communiste Today au Parti libéral de Mehdi Bazargan, qui sera d'ailleurs son premier ministre, et qu'on va pouvoir faire une démocratisation soft du régime impérial iranien. Bon, évidemment, comme nos amis américains n'ont pas de politique extérieure, mais qu'ils ne font qu'exporter leur politique intérieure, ça marche pas bien, le copier-coller, et chacun voit bien qu'assez rapidement, le régime des mollahs prend une position, une posture et une orientation qui n'est pas du tout celle-là. Les États-Unis perdant leur principal allié dans le Golfe, qui n'est pas l'Iran, mais l'Empire perse. Je rappelle qu'il faut toujours se rappeler d'où viennent les pays, de même que les Turcs ne sont pas turcs, mais l'Empire ottoman. Ils ont chacun une histoire et une nostalgie impériale. Ils se tournent donc vers les Turcs pour essayer de rétablir un équilibre qui n'existe plus, et vers l'Arabie saoudite pour la réarmer, car jusqu'à présent, l'Arabie saoudite ne servait qu'à une seule chose, fournir du pétrole. Bon, pas de chance, en Arabie saoudite, un petit groupe d'étudiants en religion, qu'on appellera plus tard talibans, issus du Pakistan et de l'Arabie saoudite, dirigé par un jeune caporal de l'armée saoudienne issu d'une des plus anciennes familles du Hedjaz, met en doute le comportement du régime wahhabite, et surtout considère qu'il faut, par l'occupation de la Mecque, organiser la première révolution arabe, car elle commence en 1979, pas 10 ou 20 ans plus tard. Et en quelques jours, l'armée saoudienne, dans un bain de sang, échoue à reprendre le contrôle de la Mecque. Et la Mecque, c'est important pour les Saoudiens parce que, contrairement à ce que nous disons, le roi d'Arabie saoudite n'est pas le roi d'Arabie saoudite. C'est pas son nom. Il est le gardien des 2 mosquées. De même que le pape n'est pas le président de la Cité du Vatican. Il est le pape. Sa dimension spirituelle ou symbolique est bien plus importante que sa dimension administrative, même dans un pays aussi grand et aussi puissant ou riche que l'Arabie saoudite. Bref, au bout de quelques jours, les Saoudiens commencent à désespérer et pensent que le régime va tomber. Ils ont peur que le régime tombe, ils prennent donc des positions et ils se demandent qui ils vont appeler pour reprendre le contrôle de la Mecque. La Mecque étant un immense complexe, c'est pas une petite église perdue. Premier épisode, on va peut-être appeler les Américains, non, ça va pas le faire. Les Anglais, un peu trop puissance coloniale. Les Israéliens, trop tôt. Les Français. Et donc, si vous vous demandez pourquoi les Français sont aussi populaires chez les djihadistes, bon,
les femmes nues sur les affiches, l'alcool partout, le vin, la bière, tout ça, certes, ça n'aide pas. Mais c'est pas la question. La question, c'est que nous avons, grâce au GIGN, empêché et mis fin à la première révolte arabe. La plus importante, celle qui allait faire tomber le pivot, le lieu saint le plus important, en tout cas, la Mecque et Médine, et que ce phénomène-là nous vaut la détestation pour l'éternité de tous les djihadistes ayant un survécu et deux. Et si vous ne percevez pas la dimension comme nous ne l'avons pas plus perçue sur le moment, hein, donc je précise bien que en la matière, c'est plus une autocritique qu'une affirmation. Savez-vous quel est le premier timbre qui a été imprimé sous le régime de l'ayatollah Khomeini en Iran? Ah, c'est pas à la gloire d'Ali, c'est pas non, c'est à la gloire de Sayyid Qutb, un sunnite, l'homme qui a écrit Pillars of Islam, c'est-à-dire le gardien de la grande révolution, du retour de la grande révolution islamo-musulmane, et donc égyptien, qui lui-même aura été exécuté par Nasser, si je ne me trompe pas. Donc ce phénomène-là, ces trois éléments-là, nous amènent à 89, chute du mur. Et 89 chute du mur, on est tous très contents parce que ce jour-là, nous décrétons la fin de la guerre. Il n'y en aura plus jamais. Et nous décrétons la fin de la guerre parce que nous considérons que le moment est venu de supprimer les frontières, les armes, qu'il n'y a plus d'amis, plus d'ennemis. Il va nous rester dans un espace merveilleux de bisounours gambadant dans la luzerne, des clients et des touristes. Formidable. Et tout est désarmé à partir de cette année-là, au nom de cette globalisation heureuse, y compris la fin de tous les objectifs de souveraineté. C'est-à-dire la délocalisation, la désindustrialisation, bref, on envoie partout ailleurs, au nom de le libre-échange va régler la question, et même quand il y a l'affaire de la place Tiananmen, on considère qu'en fait le capitalisme sans la démocratie, c'est possible. On va même le conceptualiser. Et d'ailleurs, quelques collègues conceptualisent la fin de l'histoire, parce que tout est fini, puisqu'on a gagné. Et donc, comme on a gagné, on désarme, tout. Et ce désarmement va commencer en 1989 et va tenir jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que nous avons loupé un épisode. Alors là, on l'a loupé, mais sauvagement. C'est 1999, 10 ans après mon départ de Matignon, donc je n'y suis pour rien. Avant, j'ai des responsabilités, là, aucune. C'est l'affaire de Yougoslavie. En Yougoslavie, il y a un conflit majeur. Ce pays n'existe pas, c'est une invention, comme d'autres. Hein. Nous avons des. Chaque fois que vous voyez une carte à bout carré à angle droit, sachez-le, ce pays n'existe pas. C'est assez simple. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut fonctionner comme ça. Mais nous avons décidé d'oublier les tribus, la foi, la religion, l'histoire, la nostalgie impériale, bref, toute une série de sujets qui n'existent plus que dans Astérix. Par exemple, nous expliquons que nos ancêtres sont les Gaulois, mais nous nous appelons les Français du nom de nos envahisseurs, les Francs, pour l'histoire. Hein. Autrement, on s'appellerait la Gaule. Pourquoi? Parce qu'on a un peu bougé dans notre logique, et pendant des dizaines d'années, si vous regardez la carte qui est derrière un dictateur ou un chef d'État un peu autoritaire, ou même pas tellement que ça d'ailleurs, en général, elle ne correspond pas exactement à votre livre de géographie. Il y a toujours un morceau en plus dont vous demandez ce qu'il fout là. Ah oui, mais c'est parce que c'était à nous et c'est toujours à nous. Et on a la version l'an prochain à Jérusalem à peu près partout dans le monde. Avec la même logique et les mêmes déterminants. Et nous, c'était l'Alsace-Moselle, d'autres, c'était la Terre Sainte, certains, c'est les deux bouts de l'Azerbaïdjan coupés par l'Arménie. Vous pouvez prendre à peu près tous les territoires du monde. Vous avez des zones de conflit. T'as Gibraltar, pas loin, hein. Pourtant, je vous rappelle, c'est toujours pas... Ceuta et Melilla, ces confettis d'empire dont on se demande qui ça intéresse puisqu'ils n'ont aucun intérêt stratégique. Ah oui, mais symboliquement, on peut pas. Bon, donc Gibraltar reste anglais, comme si c'était un enjeu majeur. Ceuta et Melilla restent espagnols, alors qu'ils adoreraient s'en débarrasser puisqu'ils n'arrivent plus à gérer les flux de migrants, d'immigrants qui passent. Et vous avez ces petits confantis un peu partout. Et alors vous avez eu un phénomène. Deux grands États occidentaux se sont fait la guerre au XXe siècle. L'Angleterre et l'Argentine pour les îles Falklands ou Malouines.
dont je précise que, jusqu'à ce jour, et malgré y avoir envoyé chaque année un de mes étudiants en licence d'analyse de renseignement, je n'ai toujours pas trouvé l'intérêt stratégique. Mais je cherche. Il y a sans doute un truc caché dans un coin. Je laisse ça aux conspirationnistes divers qui vont trouver que, voilà, c'est peut-être l'île où est réfugié John Fitzgerald Kennedy, qui n'a donc pas été assassiné. C'est pas. Voilà. Donc vous avez des phénomènes comme ça, irrationnels, mais qui sont structurants de la vie des États et de la manière dont ils se pensent et s'imaginent. Quand le mur tombe en 1989, il y a un moment de panique. Le moment de panique n'est pas français, il n'est pas anglais, il n'est pas américain, il est allemand. Ce moment de panique en 1989, il est comment on gère la réunification de l'Allemagne. Hans-Dietrich Genscher, le ministre allemand des Affaires étrangères et patron du Parti libéral, a une idée. Il va la dire dans un meeting public à Tutzinge. Vous pourrez retrouver dans « Au commencement était la guerre », parce que je vous ai mis des citations extrêmement longues pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Quand les gens parlent, c'est pas 2 lignes, il y a une structure, une organisation, une coordonnée. Et il dit, bon, bah, écoutez, nous, c'est assez simple, pour la réunification, on est prêt à tout. Quitter l'OTAN, devenir neutre, devenir l'Autriche, tout est ouvert. Bon, évidemment, les Américains voient ça d'un œil plus mesuré, et donc des délégations vont se rendre chez Mikhaïl Gorbatchev, qui a pris le pouvoir, et il va y avoir un deal, connu, reconnu, il est même déclassifié depuis décembre de l'année dernière, 22, qui dit, facile, pour la réunification de l'Allemagne et son maintien dans l'OTAN et dans l'Union européenne, communauté européenne, en contrepartie, nous n'avancerons pas d'1 millimètre à l'Est sur aucun des autres États membres du pacte de Varsovie. Facile, pendant 10 ans, nous n'allons donc pas le faire. Pas 1 millimètre, pas une entrée, rien. Mais en 1999, l'affaire serbe, le conflit entre musulmans, orthodoxes et catholiques, la cassure qui existe dans ce pays, plein de petits morceaux qui n'a pas beaucoup de sens, et la tension entre les Serbes et les musulmans de Bosniaque sur l'affaire de Kosovo-Polje, le champ des merles, le lieu où la plus grande bataille et la plus grande défaite de la Serbie amène à l'amputation d'une partie du territoire, amène à un conflit majeur et à des centaines, des milliers de morts dans une opération de purification ethnique, c'est le nom qu'on lui donne, et qui amène les Anglais puis les Américains à se poser la question d'une intervention. Les Russes sont officiellement partie prenante car ils sont le parrain orthodoxo-slave de la partie orthodoxo-slave du pays, comme ils le sont d'ailleurs d'un certain nombre d'autres endroits. En 89, le deal était, il y a 3 lignes rouges. Pas touche. Kaliningrad, l'enclave russe au milieu de l'Europe qui contrôle la mer Baltique et qui est un fort espace nucléarisé depuis de nombreuses années, même si maintenant c'est officiel, et qui a été une enclave allemande nettoyée et purifiée ethniquement pour en faire une enclave russe et un maintien fort sur la mer Baltique, la Géorgie et l'Ukraine. Mais en contrepartie de ces 3 lignes rouges, il y avait un deal sur l'Ukraine ne sera pas dépecée, y compris la Crimée. Ceci permet à l'Ukraine de se séparer de 3000 ogives nucléaires, c'est la 3e puissance nucléaire du monde en 1990, d'adhérer au traité de non-prolifération et d'obtenir la garantie signée de 3 parrains, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la Fédération de Russie, qui reconnaissent toutes les 3 la souveraineté complète de l'Ukraine, Crimée comprise, même s'ils ont tous un peu oublié depuis. Processus qui va bien, Serbie arrive. Le Premier ministre s'appelle Evgeny Primakov, il est né à Kiev, mais il est russe. Il est Premier ministre de Boris Eltsine, qui a succédé à Gorbatchev, qui est notre ami à Moscou. Et le principal opérateur de la paix, l'homme de l'Occident à Moscou, s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine. C'est celui qui fait visiter les silos pour obtenir le désarmement des missiles nucléaires aux responsables du gouvernement des États-Unis. Il le reconnaît d'ailleurs très ouvertement, il raconte ça comme une bonne blague de l'époque. Evgeny Primakov prend son avion pour aller à Washington et New York avec un plan de paix.
sous le bras. Au milieu de son voyage, il reçoit un coup de fil du Conseil à la sécurité nationale américain qui dit « Bon, Evgeny, comment te dire? Bon, c'est gentil hein, de venir nous voir. D'ailleurs, tu es toujours le bienvenu, on prend un pot, tout ce que tu veux. Mais nous, on commence à bombarder ce soir la Serbie. » Primakov fait demi-tour, à la surprise générale, rentre à Moscou, convoque le Conseil de sécurité nationale. Vous trouverez quelques minutes qui traînent ici et là. Et dit « Ben voilà, c'est facile. » Pendant des dizaines d'années, on a cru qu'on était les méchants et qu'ils étaient les gentils. C'est une erreur, ils sont comme nous. Désormais, nous devons nous préparer à la guerre contre l'Occident. Et depuis 1999, Evgeny Primakov, qui était l'homme de l'Ouest et qui d'ailleurs, il perdra son poste, et Vladimir Poutine, prépare un conflit majeur avec l'Occident parce que ce qu'il s'est passé en Serbie et les 99 jours de bombardement, qui se traduiront évidemment plus tard par les accords de Dayton, montrent que la pacification des relations entre les deux pays est un échec, qu'il n'y a pas de confiance et qu'il faut se préparer à la guerre. Et de 1999-2000 jusqu'à nos jours, Poutine, les présidents, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, vont passer 20 ans à nous raconter en long, en large et en travers qu'il ne faut pas toucher aux 3 lignes rouges. Et rapidement, tout le pacte de Varsovie va passer à l'ouest, sans aucune réaction russe. Les pays baltes, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, Tchécoslovaquie d'abord, puis divisé en 2. Bref, tout le monde arrive. Seul pays qui ne rejoint pas l'OTAN, c'est évidemment l'Autriche qui était neutre et qui le reste, avec la Suisse. Les pays nordiques attendront le conflit ukrainien pour basculer de l'autre côté. Il y a un micro-épisode en Moldavie, mais qui est lié à des problématiques tribalo-culturelles locales que même les Russes n'ont pas vu venir. Et ils disent, bon, on prend ça, c'est toujours ça de prix, mais enfin, c'est pas un sujet majeur. La Roumanie passe sans aucun problème. Mais nous ne voyons pas les préparations militaires qui vont être marquées par des essais en Tchétchénie 1, puis en Tchétchénie 2, puis en Syrie, puis en Géorgie, puis en Ukraine. La Russie expérimente sa force armée et teste l'Occident. Et l'Occident réussit ce coup magistral de « on veut pas voir, ça n'arrive pas, c'est pas grave, ça va passer, et surtout on fait rien ». Or, il se trouve que, quand vous lisez les manuels militaires russes, qui n'ont pas été écrits par les staliniens, mais par l'Académie impériale, l'Académie militaire impériale de l'époque du Tsar, il y a un élément qui apparaît et que nous ne comprenons pas. 2 d'ailleurs. Premier élément culturel, chez les Slaves, la violence n'est pas le dernier refuge de l'incompétence comme chez nous. C'est un élément parfaitement rationnel à utiliser rationnellement en fonction des problèmes qui sont posés. Il n'y a pas de dimension morale à l'usage de la violence. Il n'y a pas de ce qu'on appelle la moraline. C'est le truc qu'on badigeonne pour dire c'est bien, c'est mal. C'est pas leur sujet. 2, ils ont un processus intellectuel qui est appris à tous les officiers russes, soviétiques, puis russes nouvelle génération. C'est l'escalade pour la désescalade. Grosso modo, c'est on tape d'abord, on discute ensuite, alors que nous, on discute d'abord et on tape ensuite. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, une sorte d'équilibre a lieu, mais on perd énormément de temps, parce que les Russes n'arrivent pas à décrypter ce qu'on est en train de leur dire. Exemple 1, avec mon camarade Brzezinski, qui pour dissuader les Russes d'envahir l'Afghanistan, fait fuiter le fait que les Russes vont envahir l'Afghanistan. Réponse des Russes, et alors c'est chez nous? Qu'est-ce que tu vas faire? Les Américains, rien. Donc ils ne font rien. D'ailleurs, ils n'ont pas totalement tort au vu des résultats de ce qu'ils ont fait depuis, mais sur le moment, donc, c'est vas-y. La CIA, la NSA et les autres services de renseignement américains disent « Non, mais Poutine va envahir l'Ukraine. » Non, mais on vous le dit. Hein. Non, mais c'est pas pour rire. C'est de vrai, de vrai. Bon, d'accord, on a un peu menti sur l'histoire des armes de destruction massive de Saddam, mais c'est le passé. Là, vraiment, on vous dit la vraie vérité de chez la vraie vérité. Et tout le monde voit les mêmes cartes et dit « Ah bah oui, effectivement, il y a une forte concentration de troupes, etc. » Mais à la question qui est posée à Joe Biden, « Bon, d'accord, très bien, merci. Et qu'est-ce que vous faites ?» Réponse, « Nous n'enverrons pas un soldat américain en Ukraine. » Interprétation russe, « Bon, bah vas-y mon gars. »
Quand l'ambassadrice américaine est reçue par Saddam Hussein au sujet du Koweït, et que Saddam lui dit, vous savez, le Koweït, quand même, après tout ce qu'on a fait pour vous dans la guerre Iran-Irak, on est un peu à court d'argent, bon, c'est notre 13e province, tout ça, et que l'ambassadrice américaine, qui n'a été nommée là que parce qu'elle a fait un chèque pour la campagne présidentielle précédente, et dont le niveau de compétence en géostratégie est à peu près le même que moi en tricot, lui dit, oui, bien sûr, peut-être, pourquoi pas, c'est où le Koweït? C'est pas bien si c'est à droite ou à gauche d'Indianapolis, et que Saddam Hussein dit, ah bon, bah, je lui ai dit, elle a rien dit, donc je vais le faire. Et il le fait. Il y a très longtemps, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire ». Alors, je vais pas commencer par le pire, surtout ici, c'est-à-dire ce que j'appelle l'effet Mein Kampf. Hein, Adolphe explique ce qu'il va faire et personne n'y croit. Ce qui est quand même fascinant. Poutine écrit 21 pages sur le fait qu'il va envahir l'Ukraine, que ce pays n'existe pas, que le peuple doit être réunifié, etc. En juillet précédent. Vas-y, on dit, bon non, il va pas le faire. Pas vrai. Parce que nous n'y croyons pas. Non seulement les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire, mais les dictateurs font toujours ce qu'ils disent. Et notre capacité à ne pas croire qu'ils vont le faire, parce que nous, on le ferait pas, soi-disant, est un élément culturel tout à fait étonnant dans ce qui est considéré à juste titre comme une forme d'arrogance occidentale, c'est-à-dire d'incapacité à comprendre que les autres ne pensent pas comme nous, de la même manière que nous. Et d'ailleurs, vous savez bien, pour tous ceux qui étudient les textes sacrés, que la manière dont on écrit de droite à gauche et la manière dont on écrit de gauche à droite n'est pas seulement un problème d'écriture. C'est un problème d'organisation du cerveau, de culture, et que l'interprétation des mots, des lettres, ce qu'il y a derrière, vous avez d'immenses érudits qui font ça bien mieux que moi, même s'il m'arrive de les lire avec attention, car vous l'avez dit, l'ouvrage « Tu ne tueras point » est basé justement sur les Écritures. Au commencement était la guerre, et plutôt un joli titre, mais avec assez peu d'éléments sur la nature même de la guerre, un peu au début d'ailleurs quand même. Là, il faut comprendre que la culture qui est derrière l'organisation militaire est très différente. Donc, escalade pour la désescalade d'un côté, pas d'escalade de l'autre, ben on est toujours en retard. Ce que les Ukrainiens nous expliquent d'ailleurs très gentiment en disant « ça fait quand même 2 ans, on attend toujours les trucs que vous nous avez promis il y a 18 mois ». Même s'il est difficile de livrer ce qu'on n'a pas en stock. Mais c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai. Donc ces phénomènes-là, 79-89, ils provoquent un moment, 10 ans, de globalisation heureuse, d'illusion merveilleuse d'un monde sans ennemis et sans... Bon, il y a plein de guerres pendant ce temps-là. Je vous ai fait la liste, parce que... Mais c'est des épiphénomènes, c'est pas grave, ça va passer. C'est la fin du vieux monde, et donc c'est normal. Il faut un peu de desktop, ça va... voilà. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Et c'est là où Brzezinski montre quand même son immense génie. Quand l'URSS s'effondre, il se précipite à Moscou. Brzezinski, polonais, catholique, qui déteste les soviétiques, mais adore les Russes. Curiosité. Et il dit... Il faut sauver la Russie de l'effondrement, car si la Russie s'effondre, nous créerons un monde multipolaire. Il ne peut y avoir qu'un seul empire, l'empire américain. Il faut donc à la fois tenir la tête hors de l'eau, mais pas trop, les enfoncer, mais pas trop, sauf qu'évidemment, c'est trop subtil. C'est trop subtil par rapport à un pays qui a une histoire impériale, elle aussi. L'histoire de l'Empire russe. Et l'Empire russe ne produit que des tsars. Il ne peut pas produire de président. Il ne peut pas produire autre chose que quelque chose qui ressemble vaguement à un dictateur, parce qu'il est emporté par les tensions. Soit on le démembre complètement, ce qui a été en partie fait avec la CEI, donc il reste des petits morceaux qui traînent. Il y a des pays qui sont entre deux, comme le Kazakhstan. Il y en a d'autres qui sont totalement tenus. Et puis, il y a la démonstration par l'Arménie qu'on ne peut jamais faire confiance à personne, même aux Russes. C'est-à-dire surtout aux Russes, mais ce serait méchant parce que ce serait injuste. La réalité, c'est celle-là. C'est que ce monde-là, que nous avons détruit, puis essayé de retenir en petits morceaux, en essayant que toutes les pièces fassent semblant de retrouver leur place alors qu'on venait de casser le miroir, eh bien, il s'est effondré. Mais nous n'avons pas voulu le voir. Et au moment du conflit ukrainien, il s'était produit 2 épisodes très intéressants. 2007-2008. 2007 à Munich, j'y suis. Au Bayerischer Hof, dans la réunion de la conférence de Munich, qui est très chic. Alors c'est un peu comme ça, il y a devant moi Angela Merkel et toute une série de personnalités. Ici, il y a le président de la conférence de Munich avec un gros bouton rouge qui est censé vous dire que tu as parlé trop longtemps, ce que je suis en train de faire peut-être, mais enfin bon.
Tant que vous m'arrêtez pas, je continue. Poutine, qui est plutôt agréable dans ses réunions, se tourne vers le président de la séance, qui est un ambassadeur allemand, et lui dit, bon, alors je t'explique, aujourd'hui, ton bouton rouge, tu te le mets où je pense, et je vais dire des trucs et vous allez m'écouter. Ce qui est pas la nature habituelle vous l'avez sur YouTube, ou je ne sais pas où, vous pourrez la retrouver. Et il commence à mettre des baffes, notamment Angela Merkel, qui est totalement tétanisée par ce qui est en train de se produire. Le ton, l'annonce de la guerre, le fait que tout est fini, amène une réaction rapide des Alliés, qui est à Bucarest, l'année suivante, Poutine est l'invité du sommet de l'Alliance Atlantique. Genre rattrapage de dernière minute. 2 questions. Pas tous à l'Ukraine, pas tous à la Géorgie. Vous bougez là-dessus, c'est la fin. Kaliningrad, il n'en parle pas parce que c'était sous-entendu. À la fin du sommet, il était prévu un communiqué officiel. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne obtiennent que le communiqué officiel ne fasse pas référence à l'entrée prochaine de la Géorgie et de l'Ukraine, candidate à rejoindre l'Alliance Atlantique d'un côté, l'Union européenne de l'autre. Poutine obtient, avec l'aide des 3 pays en question et le soutien des autres, d'ailleurs, qui commencent à avoir les chocottes, que ce texte ne soit pas, que cet élément ne soit pas traité. Poutine rentre à Moscou très content, il dit tiens, ils m'ont enfin entendu, c'est passé quelque chose. Le communiqué paraît et il y a une ligne en plus, inattendue. En ce qui concerne l'Ukraine et la Géorgie, ce sujet sera traité plus tard. Et Poutine dit bon bah très bien, j'ai compris. En fait, il se fout de ma gueule. Et donc il continue ses préparatifs militaires, qui sont là depuis 1999. Rénovation de l'armée, augmentation du budget, lancement de nouveaux outils, notamment réarmement nucléaire, apparition du zircon, du Kinjal et de tous les autres éléments. Impasse sur les drones, ce qui sera d'ailleurs sa grande erreur stratégique. Pas prise en compte de la corruption énorme de l'armée russe, hein, quand vous mettez 100 roubles en haut, il en reste 10 en bas et encore les bonnes années. Mais quand même, à la fin, il arrive à reconstruire une armée qui subit de nombreux échecs, mais qui apprend de ces échecs et qui se prépare à une opération en 2014 en Ukraine et à la première opération en 2008. Alors là, je suis cette fois conseillé, ou plutôt consulté par Nicolas Sarkozy, et il arrête, en tant que président de l'Union européenne, les chars russes à quelques kilomètres de la capitale géorgienne et préserve les 2/3 de la Géorgie, ou les 3/4, ça dépend comment on calcule, d'une reprise en main totale par Moscou. 2014, affaire ukrainienne, affaire du Maïdan, du coup, séparatiste du Donbass, pas complet mais très important, et récupération de la Crimée. Et depuis ce moment-là, nous aurions dû nous préparer à la guerre. Et depuis ce moment-là, nous disons qu'elle ne va pas avoir lieu. À un moment, le principe de réalité gagne toujours. Toujours. Or, durant ces époques-là, en même temps, un processus de djihadisation active reprend, puisque entre Khaled Kelkal, 95, et Mohamed Merah, 2012, il ne s'est pas passé grand-chose. Des petites opérations limitées, des assassinats, des enlèvements, mais pas d'opérations majeures. Depuis 2001, le World Trade Center, 2003, Madrid et 2005, Londres. En fait, les opérations en France ont été plutôt tenues et il ne s'est rien passé. 2012, Mohamed Merah apparaît. Mohamed Merah, c'est un Khaled Kelkal en beaucoup plus bête, il est mauvais élève, beaucoup plus idiot, il s'est fait arrêter, et malheureusement, dans un moment d'égarement, certains de nos services se sont dit qu'on allait pouvoir le recruter, ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée de la semaine. Il commet les attentats qu'on connaît, contre des soldats d'abord, et puis contre l'école Azera Torah ensuite, et là, nous nous disons, ça y est, la série Kelkal vient enfin d'avoir son premier élément de production. Pur criminel, aucun parcours religieux ou politique. Voilà. Et depuis, nous avons une lignée ininterrompue de gangs terroristes, de criminalo-terroristes qui se font une petite rédemption par le passage à l'acte terroriste. Alors ceci nous a posé un énorme problème. Car pendant très longtemps, on mettait d'un côté les criminels, de l'autre les terroristes, et on les mélangeait pas. Si on les mélangeait, les politiques, entre guillemets, faisaient une grève de la faim, ou se battaient en prison. Les droits communs expliquaient qu'ils voulaient rien avoir à faire avec ces gens-là, même s'ils les fournissaient en armes et en faux papiers, c'était contre-paiement, c'était pas pour des raisons de conviction.
Et puis là, tout change. Et on a un bug. Vous savez, comme dans votre boîte mail. Vous avez des mauvais mails qui arrivent malgré l'antivirus et des bons mails qui vont dans la boîte, dans la corbeille. Et donc, vous êtes obligé de tout vérifier tout le temps. Nous, on a décidé qu'on pouvait pas être en même temps criminel et terroriste. Donc, on a zappé Mera. Bon, enfin, c'était le premier. Pardon, Kelkalm, c'était le premier. On a zappé Mera parce que c'est pas lui qu'on a cherché. On a commencé à chercher tout et n'importe quoi. Et les services de renseignement sont beaucoup ridiculisés depuis. Et on a mis beaucoup de temps à comprendre qu'on pouvait être les deux. Surtout que commence à apparaître tout d'un coup un nouvel opérateur parfaitement inédit dans l'histoire du terrorisme. L'histoire du terrorisme, c'est toujours simple. Une organisation politique passe à la violence parce que ce qu'elle demande, elle ne l'obtient pas par des voies non violentes, ou moyennement violentes, ou peu violentes. Les élections, la conviction, voilà. Sauf là, car pour la première fois, apparaît un opérateur nouveau, État islamique, qui est né dans le camp de Bouka, qui s'appelle l'État islamique. Alors, une petite clarification d'ailleurs sur les noms des choses, c'est toujours important. Par exemple, Al-Qaïda ne s'est jamais appelé Al-Qaïda. Jamais. C'est le Front international islamique de lutte contre les juifs et les croisés. C'est moins marketing, mais c'est plus précis. Pourquoi ça s'appelle Al-Qaïda? Parce qu'un jour, l'un de ses membres, à Milan, je crois, a appelé, à Naples, a appelé Peshawar en disant il faudra dire à la base, petit l, petit b, hein, la synagogue, petit l, petit s, que, et sauf que Al-Qaïda c'était plus joli que Oussama Ben Laden and Associates, c'est devenu grand A, grand Q. Si vous entrez dans une compagnie arabe, ça peut arriver, pour aller dans le Golfe, qui sait, vous bronzez, et que vous entendez je ne sais pas quoi, Al-Qaïda vos ceintures, ça veut dire mettez vos ceintures. Ça ne veut pas dire le djihad a commencé. C'est la règle, c'est le commandement, c'est un mot à entrées multiples, mais ce n'est pas le nom de l'organisation en question. Deux, ce n'est pas une structure pyramidale. Ce n'est pas comme l'IRA, l'ETA, Action Directe. C'est une organisation mutualisée, une sorte de franchise, un groupe, un Majlis Ashura, dans lequel Ben Laden n'est pas le chef, il en est que le porte-parole, une sorte d'Arlette Laguier du terrorisme. En tout bien, tout honneur pour Arlette, elle s'est plainte une fois, je suis très prudent. Je veux juste dire qu'elle n'a jamais été la chef de lutte ouvrière non plus. C'est celui qu'on montre, parce que c'est lui qui parle, il est l'un des 4 représentants d'une centaine de groupes qui avaient des intérêts communs à lutter contre l'Occident, mais pas plus. Et donc, quand on ne sait pas gérer un groupe terroriste dont on ne connaît ni le nom, ni l'organisation, ni la structure, eh bien, on ne l'élimine pas. Parce qu'on a tué des centaines de numéro 3 d'Al-Qaïda, le numéro 1, vaguement le numéro 2, mais il est toujours là. Parce que nous ne comprenons pas que ça n'est pas une structure pyramidale comme l'armée française, la République française, les États-Unis d'Amérique, et que tirer en haut ne sert à rien, il faut tirer au cœur. Un cytoplasme, c'est au milieu. Chose que nous ne comprenons pas. La même chose pour l'État islamique. Vous êtes toujours fasciné. Quand vous entendez les officiels français parler de l'État islamique, ils disent Daesh. Il y a même un président de la République qui parlait de Daesh, pensant que c'était une lessive, sans doute. Qui veut dire État islamique en arabe. C'est toujours été étonnant de savoir que désormais l'arabe était la 2e langue officielle de la République pour parler d'une organisation qui s'appelle État islamique. Sauf que ça nous arrache un peu la gueule de dire État islamique parce qu'il y a des États islamiques qui ne sont pas terroristes. C'est vrai. On peut dire le pseudo-État islamique, l'État islamique méchant, le vilain État islamique, enfin, tous les qualifiés, le français est une langue riche. Non. On invente un nom pour essayer de ne pas dire le nom de quelque chose qui a ce nom. C'est pas nous qui choisissons le nom des terroristes, c'est eux. Et le fait de ne jamais arriver à traiter de cette question qu'avec des pincettes, comme si on était dans un dîner mondain au Quai d'Orsay, est un vrai problème. Parce que ça nous empêche d'être efficaces sur la question de... Et d'ailleurs, jusqu'à 2016, nous sommes dans l'incapacité de lutter efficacement contre le terrorisme parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. C'est un truc bizarre, avec tous ces dealers, proxénètes, petits criminels, petits délinquants. Qu'est-ce qui viennent perturber notre logique de lutte antiterroriste où on devrait avoir que des politiques? Et il faut attendre l'après 2016 pour enfin qu'on crée une école d'analystes du renseignement en France pour expliquer que l'hybridation, ça existe, les gangs terroristes, ça existe, c'est pas la réponse à tout, mais il y en a quand même énormément. Et du coup, on commence à passer d'un statut réactif, comme on fait beaucoup en France, hein, on réagit beaucoup après, nous. Avant, non. Après, oui. D'un statut réactif à un statut proactif. Exemple,
Jusqu'à 2016, fin d'année, 5 opérations antiterroristes préventives. Entre 2016 et 2022, 50. Alors 50, c'est peut-être pas qu'ils vont tous passer à l'acte, mais en tout cas, c'est 50 attentats qui n'ont pas eu lieu. Et ce processus-là, qui est purement intellectuel, qui est purement culturel, il faut un temps fou pour le faire admettre, parce que simplement l'objet de ce que nous sommes en train d'essayer de traiter ne l'est pas. Guerre, terrorisme, je vais donc terminer par la violence. Comme ça, vous aurez le repas du soir. Pendant 400 ans, dans ce pays, nous avons domestiqué la violence. Domestiqué. Entre 1539, création de l'état civil par François Ier, l'état civil et du français comme langue officielle et administrative, et nos jours, disons dans les années 2000, on est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1,2. Je pourrais vous expliquer sans aucun problème que jamais nous n'avons été autant en sécurité que de nos jours. Et c'est le moment où vous auriez décidé de demander le remboursement en sortant, parce que quand même, tout ça n'est pas vrai. Oui, c'est absolument. Ça n'est malheureusement pas vrai, car depuis les années 2000, il y a une inversion de tendance qui s'accélère depuis 2012 et qui s'est encore plus accélérée à un moment tout à fait invraisemblable, le confinement. Et depuis le confinement. Pourquoi? D'abord parce que l'État, en créant la ville et en civilisant, en sécurisant la ville, en créant les conditions de la lieue du banc, du guet, de l'éclairage, de la poste, en inventant un lieutenant de police à Paris puis à Lyon pour des raisons de lutte contre le duel d'abord et l'insécurité ensuite, a créé les conditions d'une promesse. Or la France, contrairement à tous les autres États, occidentaux en tout cas, est un vrai État-nation. C'est l'État qui a inventé et construit la nation. Sa promesse, c'est la promesse de la protection. Là, tous les autres États sont des nations-États. Des nations qui ont créé leurs États. Ils sont fédéralisés, décentralisés, plutôt de culture protestante. Il y a bien la Bavière qui traîne au milieu de l'Allemagne, mais fondamentalement, c'est un effet justement de cette logique du Saint-Empire romain germanique ou de l'effet de l'édit de Caracalla dans l'ex-empire romain. Des moments où on a décidé que l'effort général de fédéralisation de l'espace était indispensable. Pas en France. En France, nous avons un effet de centralisation de l'espace, et donc c'est une centralisation autour du roi. Alors avant, il était héréditaire, on a eu 1 ou 2 empereurs, et désormais, nous l'élisons tous les 5 ans. Mais rien n'a vraiment changé, car il décide, comme vous avez pu le constater, de tout, absolument tout, tout. Rien de nouveau. La promesse, c'était, 1, la défense des institutions, ça marche. 2, la défense des frontières. Bon, nous avons beaucoup sous-traité aux plus faibles et aux plus lointains d'entre nous dans le cadre de l'Union européenne ou de Schengen. Vous expliquez que la Grèce est un pays qui a la capacité tout seul de gérer les flux qui existent, ou que la plupart des autres pays de nos frontières, des LIMS, de nos frontières de l'Union européenne sont capables de gérer tout ça, est une pure fantaisie, sauf si on lui donne les moyens, ce qui n'est pas encore le cas. Deuxièmement, la protection de la monnaie. Bon, comment dire, c'est plus souvent à Francfort qu'à Paris. Troisièmement, la protection des personnes et des biens, très tardivement, et pour une raison essentielle, lutter contre le duel. Car seul le roi avait le droit de vie ou de mort sur ces sujets, ils n'avaient pas le droit de s'entretuer tout seuls. Et comme en plus c'était des nobles, c'était un peu perturbant pour la bonne organisation de l'appareil administratif national. Je rappelle qu'à l'époque, si vous tentiez de vous suicider et que vous vous ratiez, vous étiez puni. Pas permis. Donc, ce processus-là a amené peu à peu, par l'organisation de la sécurité de la ville, par les services locaux et des voies de circulation par les gens d'armes, qui protégeaient à la fois les provisions et la paye des militaires, la sédentarisation des gendarmes le long des routes, a permis une expansion massive de la sécurisation des transports, donc de l'expansion des villes et de la régularisation des grandes compagnies et autres militaires sans le sou qui pillaient quand il n'y avait pas de guerre. Ce processus-là a permis, rapidement, au sens de Norbert Elias, la civilisation par la civilité. Les mœurs de la cour sont devenues les mœurs de la bourgeoisie, les mœurs de la bourgeoisie se sont répandues dans la société, et la société a commencé à considérer que la violence physique n'était plus un élément indispensable
de l'organisation de la vie et qu'on pouvait passer par toute une série d'éléments régulateurs. La police, la gendarmerie, la justice, le médiateur, bref, toute une série d'opérateurs qui permettaient une certaine forme de cohésion sociale, sauf évidemment quand il y avait un problème d'impôt, car en même temps, la France est le pays qui a 1000 ans de jacquerie et comme vous pouvez constater, ça n'est pas fini. Tous ces éléments ont amené à cet effondrement du crime, sauf en période de guerre militaire, où là on a à la fois l'élimination physique par la guerre et l'élimination physique autour de la guerre, mais chaque fois, malgré des trous démographiques considérables, nous avons eu la chance de récupérer, réorganiser et reciviliser l'espace, à tel point même qu'en 2011-2012, nous sommes à moins de 700 homicides par an dans ce pays. Alors pourquoi je prends les homicides? C'est facile, c'est le seul chiffre stable que j'ai sous la main. Car ça n'a jamais changé. C'est pour ça que j'appelle ça tu ne tueras point. Nous comptons toujours très bien les cadavres dans ce pays. Et donc, on a une idée assez claire de qui meurt, de plus en plus de quoi on meurt, et du coup, on peut faire un outil statistique qui a au moins 50 ans de stabilité, 1972-2023. Et on voit cette courbe qui descend, jusqu'à 2011-2012, puis qui remonte petitement par des phénomènes qu'on maîtrise pas bien, parce que c'est toujours difficile de savoir. Et puis on a un accident statistique, ça s'appelle comme ça, 2015-2016, les attentats. Les attentats, ça change tout. Quand vous avez une courbe à moins de 700 et que tout d'un coup vous avez 50 morts ici, une centaine là, ça a un effet. Sauf qu'après l'accident statistique, ça ne descend pas. Il y a une sorte de niveau stable, puis ça commence à réaugmenter. Résultat, 2023, repassage de la barre des 1000. Alors, ça n'est pas la pire année. La pire année, c'est dans les années 80, on était à 2400 morts. Mais il y a une variable que personne ne traitait jusque-là, qui sont les tentatives d'homicide. Qu'est-ce qu'une tentative d'homicide? Un homicide raté. Soit par l'incompétence du tireur, et il faut le rendre grâce, la calache, ça tire beaucoup, mais ça tire pas droit, soit par l'efficacité des services de secours, qui sauvent de plus en plus de gens, et on a les indicateurs de l'augmentation des passages aux urgences. Un indicateur de fiabilisation de la théorie que j'essaye de démontrer. Et là, il se passe un truc, c'est qu'on a très peu de tentatives d'homicide, puis de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus. Résultat, 2023, 4000. Le plus grand chiffre depuis qu'on les compte. Total, tentative et homicide, 5000. Nous n'avons jamais eu, un chiffre aussi élevé. Coups et blessures volontaires, 400 000. Je rappelle qu'entre 1950 et 1994, il y avait moins de 100 000 victimes d'une agression en France. 100 000, 400 000. Il se passe donc quelque chose. Car ces chiffres ne sont pas ceux de la police ou de la gendarmerie, ils ne sont pas manipulés comme les autres, ils ne sont ni partiels, ni parcellaires, ni partiaux, ni soumis à des aléas climatiques qui n'ont souvent pas grand-chose à voir avec la météo. Non, ils sont comparables avec ceux des assurances, des mutuelles, de la sécurité sociale et des urgences. Tous disent la même chose. Et si vous rajoutez l'enquête de victimation, là on demande aux gens ce qu'ils ont subi et pas toujours ce qu'ils ont déclaré, vous voyez apparaître en plus des éléments que nous n'avions pas traités pendant très longtemps, féminicide, inceste. Une société où la violence physique prend des proportions inimaginables et où on découvre avec stupéfaction, dans l'enquête de victimation, que 9% des victimes seulement portent plainte. C'est-à-dire que un rétroviseur est déclaré à 67%, et violer, tuer ou frapper sa femme, sa compagne ou son enfant à 9%. Petite curiosité quand même, hein. En général, on considérait que plus c'est violent, mieux on le savait. Eh bien, c'est l'inverse. Mieux vaut être un rétroviseur qu'un compagnon ou une compagnonne. Il y a 15% d'hommes, hein, je précise pour l'histoire. Et donc, cette violence cachée, eh bien, à un moment, elle commence à apparaître. Or, quand vous êtes dans des phénomènes de découverte d'un phénomène, la révélation est beaucoup plus importante que l'inflation, puisque vous n'avez pas de base de départ. C'est-à-dire, quand on me dit est-ce qu'il y a plus de féminicides aujourd'hui qu'hier, je ne sais pas. On ne traite de cette question que depuis même pas une dizaine d'années. Et encore, les associations féministes, ou féminines d'ailleurs, beaucoup plus que l'État qui a découvert il y a 3 ans que le féminicide existait. Pour ceux qui pensent que c'est un phénomène propre au féminicide, je rappelle que le pôle cold case, pour traiter de cold case, dont le plus important opérateur en serial killer était Gilles de Rais,
Gilles de Rais, adjoint de Jeanne d'Arc, ça date pas d'hier, il date de 2023. Il nous a fallu 2023 ans pour que remonte au cerveau de l'État central, national, français, que les serial killers existaient. Et que peut-être il faudrait traiter de la question. Quand même un truc. Eh bien, c'est le temps moyen de remonter au cerveau d'une bonne idée dans notre outil bureaucratique. Alors, c'est valable pour à peu près tout, ce qui est une des... Ça rassure en même temps que ça terrifie. Voilà. Mais c'est comme ça partout. Et donc, quand vous regardez ce processus-là de violence, vous dites, mais d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une raison, il s'est passé quelque chose. C'est pas juste les attentats qui ont poussé tout le monde à dire, ouais, tuons tout le monde. Non. C'est un lent processus de désagrégation de l'État, c'est-à-dire de retrait de l'État face à sa promesse. Et c'est pas un problème sécuritaire. Vous le voyez dans un événement inédit dans l'histoire, qui est la première crise totale qui s'est produite en France. On a eu des crises, moi quand j'étais à Matignon, on avait une crise, un petit moment de repos, une autre crise, un petit moment de repos, une troisième crise, un petit moment de repos. Je veux dire, on pouvait souffler, c'est fini. Actuellement, si vous prenez la liste des phénomènes qui se produisent, vous avez, je les ai notés parce que, avec l'âge, une crise sociale, gilet jaune, n'est pas fini. Une crise sanitaire. Je vous rappelle qu'il y a encore des tas de gens qui tombent malades du Covid et qu'on a actuellement une sorte de grippe Covidée qui fait que la moitié de votre entourage est malade sans savoir exactement de quoi, mais que c'est pire que d'habitude. Alors moins grave, on meurt pas, mais ça dure très très longtemps. Agricole, bienvenue au club. Militaire, militaire formidable. Depuis les années 90 où on a décidé que le monde était en paix, eh ben nous avons désarmé. Et d'abord, on a désarmé notre armée, parce que ça servait à rien, l'armée. Et désormais, nous avons un truc formidable. Une armée expéditionnaire et échantillonnaire, qui a un peu de tout, beaucoup de rien, et qui, de l'aveu même de ses dirigeants, très honnêtement, je salue notamment le général de Villiers, qui lui a été sanctionné pour avoir dit la vérité, il faut jamais dire la vérité, on sera exécuté, disait que, grosso modo, on pouvait tenir 80 km pendant 8 jours, en défense opérationnelle du territoire. Ce à quoi répondent toutes les bonnes âmes qui se sont penchées sur le berceau de notre dissuasion nucléaire. Ah oui, mais on a l'arme nucléaire. C'est vrai, il n'y a pas photo. Mais je me suis demandé s'ils avaient bien lu le discours du général de Gaulle, de Georges Pompidou ou de Pierre Messmer sur la question nucléaire. Je rappelle d'ailleurs que le décret de création de notre indépendance nucléaire et de notre souveraineté nucléaire est signé Pierre Mendès France. Tout le monde a oublié, mais de temps en temps, il faut rendre hommage à ceux qui ont aussi une vision, et c'est pas celui auquel on aurait pensé, de ce qu'est l'indépendance nationale. De Gaulle, il disait, en fait, c'est assez simple. La dissuasion nucléaire, c'est l'élément complémentaire d'une puissante force conventionnelle. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a beaucoup de gaullistes actuellement. Les États-Unis, la Chine et la Russie, aux dernières nouvelles, ont une très puissante force conventionnelle et une immense puissance nucléaire. Parce qu'eux ne croient pas à la dissuasion seule. Je lisais tout à l'heure, en faisant une petite traduction, le fondateur de l'OTAN, Dean Acheson, écrivait il y a 60 ans, 70 ans, 53. Ah non, mais attendez, l'OTAN, c'est pas une alliance militaire. Alors, si vous croyez que c'est une alliance militaire, ça ne marchera jamais. Ça doit être une alliance politique, économique et militaire. Les trois puissances doivent être combinées pour garantir la stabilité et l'intérêt de l'ensemble. On a juste oublié les deux autres. Et donc, ce process général de compréhension de la crise militaire, il nous amène aujourd'hui à avoir une armée exsangue, qui n'a été sauvée que par une opération assez audacieuse de Jean-Yves Le Drian, expliquant qu'il fallait recruter des militaires pour lutter contre le terrorisme. Alors je précise, ça n'a jamais servi à rien, Sentinelle, sauf à sauver notre armée. Et de ce point de vue-là, c'est un beau mensonge qu'il convient de saluer. Une crise migratoire, vous êtes tous à peu près au courant. Une crise démographique, vous avez vu, un petit sujet de renouvellement des générations, et une crise sécuritaire, parce que, comme je viens de l'indiquer, on avait un petit souci qui ne datait pas de la semaine dernière ou de l'année dernière. Cumulé, l'ensemble de ces crises est un truc invraisemblable. Quel que soit le gouvernement, sa couleur politique, la manière dont on aime ou on n'aime pas le en même temps ou l'entre-deux, il y a un sujet, aujourd'hui, qui est que aucun gouvernement n'est en capacité tout seul de gérer l'ensemble de ces crises en même temps, au même moment et dans les mêmes conditions. Et puis nous avons une crise insidieuse, celle qui a un effet sur la manière dont nous traitons notre altérité, la rageosphère. Ça, c'est nouveau.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance. À mon époque, ça n'existait pas. Il y avait des petits blogs qui commençaient à apparaître sur une radio sympa pour les jeunes. Mais enfin, aujourd'hui, la radiosphère, c'est l'espace des trolls. L'espace des trolls, c'est non seulement la violence, la haine, le déversement sur Internet, mais le passage à l'acte. La connexion entre la violence exprimée sans contrôle et sans mesure sur les réseaux et la capacité à l'exprimer de la même manière, comme si c'était normal et naturel, comme s'il n'y avait aucune différence entre la vie réelle et la vie virtuelle, est un élément qui commence à perturber massivement la relation qui existe, non seulement entre les générations jeunes, mais aussi les générations intermédiaires. Car nous oublions que le temps passe vite et qu'aujourd'hui, le niveau d'addiction aux réseaux sociaux touche beaucoup plus les trentenaires, quarantenaires que les 15-18. Et pas de la même manière. Vous voyez par exemple les émeutes. Bon, les émeutes sont des émeutes, elles durent 3 jours et 4 nuits comme d'habitude. Il n'y a pas de nouveauté particulière en la matière, si ce n'est leur intensité et leur basculement. Les émeutes précédentes à celles de 2023 commencent toujours avec un événement tragique. Il y a un événement tragique. Elles durent toujours 3 jours et 4 nuits. Elles se terminent tardivement par des pillages de commerce, mais essentiellement, ce sont des agressions contre les forces de l'ordre et les institutions. Là, ça a duré 1 jour. Intensité totale, et c'est les premières émeutes TikTok de notre époque. Ils sont immédiatement passés à autre chose. Un grand jeu où on courait derrière les policiers, on continuait à refuser d'obtempérer, on organisait l'attaque de... En fait, c'était Grand Theft Auto en version émeute. Et Grand Theft Auto, c'est le jeu qui a tout changé dans la relation avec le monde virtuel. C'est pas les films à la télé, la violence, le machin, ça aide pas, mais ça a peu d'effet, et les méta-études disent qu'en fait, ça défoule plus que ça ne provoque. Par contre, le jeu vidéo, on a la maîtrise, on est le maître du jeu. On est capable de faire arrêter, reprendre, recommencer, reproduire, sans souffrir et sans avoir à subir ce que le réalisateur veut nous imposer, puisqu'on ne gère pas le film. Le film, on peut l'arrêter, on peut le mettre en pause, mais on peut rien changer. Dans le jeu vidéo, on peut tout changer, y compris avoir accès au format de modification des règles du jeu, puisqu'on devient le maître du jeu dès lors qu'on est un peu efficace. Et on est dans des espaces où on est dans la destruction plus que la construction. 90% des jeux vidéo sont des jeux violents. Sauf que ils ne vous mettent pas en situation de domination par rapport au jeu, ils vous mettent en situation de contrôle et de maîtrise du jeu. Ceci a un effet intellectuel et réel, en tout cas discuté très fortement chez mes collègues. Ils ne sont pas arrivés à une conclusion définitive, donc il faut être prudent sur ce que j'avance, mais en tout cas les premiers éléments dont on dispose sur des études ou des méta-études sont relativement importants. Ce sont ces éléments-là qui changent la nature de nos relations avec les autres, où être violent, être agressif, régler ses comptes, c'est rapide, c'est efficace, et surtout, on n'est pas obligé d'attendre que la structure de médiation et de régulation, c'est-à-dire le système judiciaire, décide. En fait, le système prend son temps. Il est lent. Il n'est pas laxiste. Jamais il y a autant de personnes en prison pour des peines aussi longues et des personnes aussi jeunes. Mais il est d'une infinie lenteur. Il prend un temps invraisemblable. Il n'arrive plus à digérer tout ce qui lui arrive. Il n'arrive plus à mettre en prison parce qu'elles sont pleines. Et donc le process général de contrôle pénitentiaire et judiciaire ne fonctionnant plus, il est quand même beaucoup plus simple de régler ses comptes tout seul, de le faire immédiatement, de se retrouver non plus à portée de parole, mais à portée de baffe. Ce sont tous ces éléments cumulés qui ont provoqué ce processus général de désagrégation de la relation sociale. Ça sera le téléphone 2. Et donc, il faut intégrer dans cette dimension une problématique tout à fait nouvelle qui est celle-là. Il n'y a plus de garant de la relation sociale, car le retrait de l'État, qui a commencé à considérer qu'il n'était plus là que comme force d'intervention et pas comme force de présence, visibilité, proximité, la capacité de l'appareil judiciaire à ne plus pouvoir traiter par faute de moyens et d'organisation et par le flux invraisemblable de ce qui lui arrive, l'incompréhension qui existe, car en France on juge au nom du peuple français à condition surtout qu'il ne soit pas dans les tribunaux, et donc c'est un problème parce qu'on ne comprend pas le système. La plupart des pays anglo-saxons ont toujours des jurys et beaucoup de jurys, et ça aide énormément à l'acceptation de la légitimité de la décision et pas seulement de sa technicité. Eh bien, sont des éléments qui, cumulés, ont créé une crise totale inédite dans l'histoire de ce pays.
Le titre prévu pour cette conférence était « Répondre ». Vous avez pu noter, pour l'instant, j'ai fait ce qu'on fait comme tout criminologue, un diagnostic, un pronostic et éventuellement un projet thérapeutique. Il se trouve que la France est le spécialiste mondial des toutologues de la thérapeutique, qui savent répondre à tout sans avoir aucune idée du sujet. Ce qu'on trouve en général dans les chaînes de divertissement en continu qui pensent qu'elles font de l'information. J'y vais de temps en temps, rassurez-vous, je sais où je vais. La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes d'accord sur le diagnostic? Parce qu'un bon diagnostic, je salue tous les médecins présents, est un diagnostic qui doit être partagé. Autrement, ça ne marche pas. Le pronostic, il peut être discuté. Parce que mourir tout de suite, pas mourir, ça va être très douloureux, mais on vous sauvera. Je préfère des soins palliatifs. Tout ça est un débat qui peut exister. La thérapeutique, par contre, on a le droit qu'elle soit disputée. Et le fait de disputer la thérapeutique, c'est l'élément final du processus médical. Car la criminologie, c'est une science clinique. Aujourd'hui, comme nous ne sommes d'accord sur rien, il est très difficile d'élaborer un processus thérapeutique. Mais c'est surtout parce qu'il y a un acteur qui a totalement disparu de la scène du débat politique. On a un acteur politique, dévalorisé, un acteur médiatique que plus personne ne croit. Mes collègues scientifiques se sont auto-éliminés et ridiculisés durant l'espace Covid. C'est une petite grippe, faut pas mettre de masque, faut mettre un masque, c'est la fin du monde, tout le monde va mourir. Bon, voilà. Il reste pas grand-chose, parce que la principale victime de la crise Covid, c'est la vérité. Le moment où on se met d'accord sur le fait que quelque chose est vrai ou n'est pas vrai, ou qu'on sait pas. Ce qui est bien aussi de dire on sait pas. Le problème, c'est que nous avons tué la vérité en même temps qu'on a tué la science, le reste étant déjà mort depuis longtemps, même s'ils ne le savent pas tous. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on en sort. Parce que l'acteur qui manque, c'est le citoyen. Et très souvent, j'explique à ceux que je rencontre, j'étais la semaine dernière à La Rochelle, la semaine d'avant à Avignon, je serai à Nice ou à Clermont-Ferrand si les aiguilleurs et les contrôleurs décident de me laisser avoir un train, aller et retour, parce que Clermont-Ferrand c'est dur, en vélo, c'est de savoir comment le citoyen retrouve son espace. À quel moment il retrouve la parole naturelle qui doit être la sienne. Et je dis souvent, quand on se plaint de nos responsables politiques, alors je ne trouve pas totalement scandaleux qu'on se plaigne, mais je rappelle que c'est nous qui les élisons et que grosso modo, c'est peut-être un message qu'on devrait s'envoyer à nous-mêmes. Le débat qui est posé à nous est un débat que j'ai eu au moment des affaires de terroristes. Je travaillais pour le NYPD à New York depuis 2001 et j'ai vu arriver les attentats à Paris, j'y étais d'ailleurs, à côté du Bataclan, avec le Premier ministre Manuel Valls. La question qui s'est posée, c'était les petits documents qu'on a envoyés à tout le monde après les attentats. Vous vous rappelez? Que faire en cas d'attentat? Et alors, j'ai fait un test comparatif, un benchmarking, comme on dit chez les anglo-saxons. J'ai regardé ce qu'on disait nous et ce que disaient eux. 1, sauvez-vous, formidable. Rien à dire. 2, cachez-vous, très bien. Éviter une balle perdue, c'est pas si mal. 3, appelez les secours. Oui, bien. Et en France, on s'arrêtait à 3. Alors je regarde ma petite fiche américaine que j'avais fait avec le NYPD. Tiens, c'est bizarre. Là, il y en a un 4. Résister. Ça m'a toujours impressionné le différentiel conceptuel. Alors les 3 premiers sont les mêmes. La question du héros mort n'a aucun intérêt. Mais résister, c'est pas seulement aller se battre à main nue contre une Kalachnikov. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est sortir, sauver quelqu'un du Bataclan, la femme qui, avec son parasol, empêche un terroriste de continuer son massacre. Alors, je sais plus si c'est le parvis de la gare de Lyon, la gare à Lyon ou à Marseille. L'homme sur son petit Vespa qui essaye de détourner le camion à Nice. De qui on se rappelle? De celles et ceux-là. Qui on voit apparaître depuis le 7 octobre? Ceux qui, de toutes origines, ont sauvé des jeunes, des femmes, des enfants, des festivaliers, des soldats perdus, des militaires retraités, des ambulanciers qui partent tout seuls avec leur camion et qui décident qu'après tout, ça vaut la peine de sauver une vie, car quand on en sauve une, on sauve l'humanitaire. Quand on en sauve beaucoup, on a un gros crédit. C'est cela dont on parle aujourd'hui.
C'est ceux-là qu'on devrait honorer, reconnaître, et il y en a de toute nature, de toutes origines, de toute religion, de toute orientation politique. Et c'est ça qui est le plus beau dans cette capacité à faire revenir l'humanité au fin fond de la tragédie. Et ce que je crois être le plus important dans la manière dont on se parle, dont on imagine notre place dans la société, c'est de rappeler que le pouvoir, il est citoyen. Le pouvoir démocratique, il est citoyen. Le pouvoir politique, il est citoyen. Le pouvoir, il est beaucoup plus entre vos mains qu'entre tous ceux qui vous font croire qu'ils l'ont. D'abord parce que, en France en particulier, nous sommes un pays qui aime bien les révolutions et que ça terrorise tout le monde. Pour de vraies raisons, c'est que de temps en temps ça marche. Et il y a une révolution encore plus efficace que les autres, c'est la révolution par la démocratie, par le réengagement citoyen, par la capacité de ne plus sous-traiter et déléguer tout et n'importe quoi sans contrôle. Et ce pouvoir-là, c'est le vôtre. Il l'est autant dans les sociétés qui sont en guerre, et je pense à celles qui se battent aujourd'hui pour leur survie, pour la démocratie, pour sauver aussi ceux qui sont retenus contre leur volonté partout, mais ils le sont aussi pour des pays qui sont face à la guerre, car elle est en face de nous, et que le moment est venu d'arrêter de penser que ça n'existe pas et que ça n'arrivera pas. La guerre, elle est en face de nous, et il y a un seul dicton, alors je reconnais, il n'est pas dans les Écritures, du tout, aucune. Mais je pense qu'il les transcende tous. Si vis pacem, parabellum. Merci de votre attention.